Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On espère qu'il y a encore 2-3 petites personnes qui vont, qui vont venir regarder un petit peu notre présentation. On va parler aujourd'hui du coup de s'engager vers une viticulture décarbonée avec des petits rappels sur l'engagement de la filière. Ensuite, des présentations du coup des outils de diagnostic carbone. Donc deux manières différentes un petit peu de voir les choses, deux outils qui sont assez complémentaires. Et ensuite, on reviendra du coup sur des résultats d'un diagnostic réalisé chez un viticulteur dans le cadre d'un projet européen. Et on aura effectivement le témoignage du coup du viticulteur, son ressenti par rapport à tout ça, à cette décarbonation, à l'outil et voilà, à l'empreinte carbone de manière générale dans la filière. Donc je vais laisser Émilie introduire tout ça. Et puis voilà. Merci. Donc, bonjour à tous, je suis Émilie Adouard de l'Institut français de la vigne et du vin, chargée de mission évaluation environnementale et basée à Villefranche-sur-Saône. Donc, pour introduire cette présentation, on vous propose, je me fais ah oui, tu l'as fait à l'oral déjà, mais je vous propose de faire un zoom déjà sur à l'échelle nationale les enjeux des émissions de gaz à effet de serre, de la stratégie nationale bas carbone et des chiffres clés pour la filière. Et bon, c'est toujours bien de revenir aux bases du contexte. Donc, pourquoi déjà calculer une empreinte carbone donc, vous n'êtes pas sans... Oui, tout est passé. Pas sans savoir que les augmentations dans l'atmosphère de la concentration en CO2 ont une conséquence sur l'augmentation de la température. Donc, vous avez les deux graphes ici du GIEC qui font le lien entre les deux. Et donc, avec les augmentations passées et en couleur à partir de 2015, les scénarios que le GIEC a fait en fonction de comment les politiques et les actions humaines évoluent d'ici 2100. Et puis, les accords de Paris en 2015 ont fixé un objectif de dire pour avoir une planète habitable, il faut rester en dessous de 2 degrés à l'horizon 2050 et 2100. Et pour ça, du coup, il faut revenir sur le graphe de gauche. Il faut forcément atteindre une neutralité carbone d'ici 2050 si on veut vraiment s'assurer l'atteinte de ces objectifs. Donc ça, c'est le point de départ de la stratégie nationale bas carbone et aussi le projet européen qui le chapeaute, le Green Deal. Donc quand je dis stratégie nationale bas carbone, c'est pour la France. Et donc la France a mis des objectifs de réduction progressifs d'ici 2050 des émissions de gaz à effet de serre. Donc on parle d'empreinte carbone, mais il n'y a pas que le carbone. Il y a aussi des émissions de méthane et de protoxyde d'azote notamment qui ont un impact sur l'effet de serre. Donc ce que vous voyez ici, l'objectif de 80 mégatonnes de CO2 équivalent d'ici 2050, ça en compte bien tous ces gaz à effet de serre. Donc l'objectif, c'est d'atteindre un équilibre, une neutralité, c'est-à-dire autant d'émissions de gaz à effet de serre que de stockage de carbone dans les sols et la biomasse d'ici 2050. Voilà, avec des objectifs intermédiaires de réduction de gaz à effet de serre et, in fine, moins de 84% de gaz à effet de serre d'ici 2050 par rapport à 1990. Donc, c'est des objectifs assez ambitieux. La filière vin enfin, tous les secteurs économiques sont amenés à regarder quels efforts ils peuvent faire pour participer à cet effort national et planétaire. Donc, petit focus sur l'empreinte carbone du vin pour savoir d'où on part et ce qu'on pourrait réduire. Donc, avoir en tête les grands ordres de grandeur de l'empreinte carbone de chaque étape de la filière. On considère qu'environ 15-20% de l'empreinte carbone de la filière est sur la viticulture. La majorité étant sur le conditionnement, 40-50% de l'empreinte carbone est liée notamment à la fabrication de la bouteille en verre. Et puis, en troisième position, le transport et en quatrième position, la vinification. Donc, on
on voit que les efforts importants à faire sont sur le conditionnement et dans un second temps, dans une deuxième mesure, la viticulture. Aujourd'hui, on va parler notamment un outil qui fait un diagnostic sur la viticulture et aussi un outil qui est plus complet sur toutes les étapes du cycle de vie pour évaluer l'empreinte carbone. Un autre chiffre à avoir en tête, c'est l'empreinte carbone du coup d'une bouteille de vin, c'est entre 1 et 1,5 kg de CO2 équivalent par litre de vin. Et on a aussi donc ça c'est une gamme en fonction des régions, des pratiques viticoles, vitivinicoles. Et puis il y a notamment un chiffre officiel qui est compilé dans la base de données Agribalis, donc une base de données de l'impact environnemental des produits alimentaires. Et donc, on a une valeur moyenne France à date de 1,19 kg équivalent CO2 par litre de vin. Et donc, on utilise ce chiffre pour faire une estimation grossière de la contribution de la filière vin à l'empreinte carbone nationale. Donc les pouvoirs publics ont fait cette évaluation de l'empreinte carbone française et a donné le chiffre de 791 mégatonnes CO2 équivalent par an. On prend le 1,19 de tout à l'heure et puis la production moyenne française annuelle de 42 millions d'hectolitres. Et tout ça nous donne une contribution de la filière vin d'environ 0,6% à l'empreinte carbone française. Donc c'est juste pour avoir un ordre d'idée. C'est très peu et en même temps, l'empreinte carbone française, c'est une compilation de plein de petites empreintes carbone de toutes les filières, de tous les secteurs économiques. Et donc pour revenir aux éléments que je vous ai présentés juste avant sur la stratégie nationale bas carbone, la courbe de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre une neutralité. Là, je vous montre 3 points sur cette courbe, en 90, en 2015 et en 2050, avec là une précision sur la contribution des différents grands secteurs économiques aux émissions de gaz à effet de serre pour ces 3 années. Donc on voit qu'en 90, les principaux contributeurs, c'était l'industrie, les transports et l'agriculture dans une 3e position. Et en 2050, en fait, on vise une décarbonation quasi totale des secteurs de l'industrie et du bâtiment et du transport, avec une réduction de l'empreinte carbone, des émissions agricoles de 46%. Donc on a moins d'ambition entre guillemets sur l'agriculture parce qu'il y a des émissions résiduelles incompressibles que l'on connaît, les émissions de protoxyde d'azote, de méthane. On sait que si on veut continuer à produire de l'alimentation, ces émissions elles seront irréductibles. Donc voilà, vous avez le détail de ce zoom et on voit que les émissions agricoles, du coup, à terme, seraient la majorité des émissions dans les émissions en 2050. Et en termes de puits de carbone, donc on compte une petite un doublement du stockage, mais qui repose sur l'augmentation du stockage dans la forêt et une petite partie sur dans les sols agricoles. Voilà, donc c'était pour donner le cadre en fait du travail que l'on mène ensuite en termes d'évaluation environnementale pour la filière vitivinicole. Et je laisse la parole à Mathieu pour du coup transposer ça sur la filière Bourgogne. Merci Émilie. Effectivement, on a recadré un petit peu les choses au national. Il s'agissait ici de zoomer un petit peu sur la Bourgogne et comment ce plan national qui existe depuis un petit moment, hein, vous le connaissez tous, même s'il paraît un petit peu lointain des fois du terrain ou de notre quotidien, c'est quelque chose qui est structurant et qui est déterminant pour les années à venir. Et on ne pouvait pas ne pas s'en emparer en tant que filière viticole, même si Émilie l'a rappelé, on pèse peu. On pèse même très peu comparativement à l'élevage qui a d'autres problématiques associées. La viticulture pèse très peu. Quand on élargit un petit peu sur l'intégralité du cycle de vin, on élargit un peu, on gonfle un petit peu les chiffres, mais malgré tout, ça reste très minoritaire. Néanmoins, on a quand même l'obligation en tant que acteur
de l'industrie ou en tout cas acteurs d'un territoire de s'emparer de la question, surtout dans un contexte où on va nous le demander de plus en plus, puisque vous le savez, hein, comme d'habitude, le vin est assez directement incriminé pour X, Y raison. Donc là, il s'agissait de ne pas subir les choses puisqu'on sait qu'elles vont arriver, mais plutôt les anticiper en cadrant les choses, les mesurant et donc en déployant un projet qu'on a intitulé Bourgogne Neutralité 2035 qui vise justement la fameuse neutralité qui a été réexpliquée dans le cadre de la SNBC, à un horizon qui un petit peu plus proche, puisque vous l'avez vu, 2035, on n'est pas 2050. L'idée étant, pourquoi si proche, puisqu'on parle quand même à des personnes qui sont dans des environnements au quotidien en constante évolution. On approche les millésimes à chaque fois en disant à quelle sauce on va être mangé. Donc il s'agissait de ne pas viser trop loin et on sait que la marche sera importante, donc le 2035 est finalement pas si proche que ça, hein, pas si lointain que ça, pardon, puisque c'est dans 10 ans maintenant. Le plan est à initier depuis un petit moment déjà, mais on y arrive. Donc voilà, on a présenté tout un tas de choses par rapport à ça, et donc pour vous dire simplement, encore une fois, hein, j'essaie de recontextualiser, c'est vrai que ça paraît un petit peu nouveau dans le monde du vin, de se dire qu'est-ce que c'est que ces histoires de carbone, encore un truc qui va se rajouter. Voilà. En prenant un pas de côté, on se rend bien compte que la thématique est là depuis un moment. Nous, à l'interprofession, on la regarde depuis quelques années maintenant, puisque le premier bilan carbone était de 2008, on en a fait un deuxième en 2015 et un dernier en 2021 sur une base 2019 qui nous a servi de base de réflexion sur le reste. Mais encore une fois, quand on fait un petit pas de côté, on se rend bien compte que tous les industriels, tous les secteurs, que ce soit du bâtiment, du transport, ce que vous voulez, ont bien la connaissance de la problématique et sont déjà en ordre de marche, ou en tout cas ont des objectifs clairement affichés pour tendre vers cette neutralité. Encore une fois, 2050 c'est loin, mais ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Donc voilà, on va dire à partir de post-Covid, entamé une vraie réflexion, un vrai plan de filière, un engagement opérationnel sur cette fameuse neutralité, avec tout un tas de choses. La première étant de savoir d'où on part, puisque c'est la première des choses, c'est de savoir, on a parlé de mégatonnes, on a parlé d'équivalent CO2, etc. C'est pas toujours perceptible pour tout le monde, et surtout pour une filière qui est celle des vins de Bourgogne, qui est très très éclatée, très très polymorphe. On a des petites exploitations, des moyennes, des très très grosses, on exporte, on fait ça, donc voilà. Il s'agissait de savoir qu'est-ce que nous on pèse Bourgogne dans tout ça, dans la viticulture, dans la région, etc. Et on a fait un bilan qui était assez approfondi, qui nous a servi de base et donc qui nous permettait de dire voilà à quoi on peut prétendre et à quoi on veut tendre sur cet horizon 2035. Et on l'a formalisé donc dans un plan d'action, puisqu'on a fait un travail assez exhaustif, hein, d'inventarisation des actions, des leviers, et puis jusqu'aux actions concrètes qu'on pourrait demander ou qu'on pourrait déployer jusque dans les domaines pour faire en sorte d'atteindre nos objectifs. Et puis, Émilie l'a rappelé aussi, hein, on va réduire d'un côté, mais à un moment donné, on reste dans une activité d'entreprise, une activité qui va générer inévitablement des gaz à effet de serre. L'idée n'est pas d'entamer ou de porter préjudice à cette activité. Donc on va arriver à un seuil d'émissions incompressibles qu'il faudra compenser. Et donc là-dessus, ce projet compensation a été engagé de la même manière, avec là la particularité, et là aussi Émilie l'a rappelé, qu'en agriculture et particulièrement en viticulture, on a cette capacité à faire valoir un stockage de carbone, ce qui n'est pas le cas pour tous les secteurs, et c'est rien de le dire. Voilà, donc nous BIVB et plus généralement filière, on a une approche qui se doit d'être collective,
puisque la problématique est collective. Et notre rôle, c'est vraiment d'être facilitateur, accompagnateur, pour mettre tous les apporteurs de solutions en contact et faire en sorte que tout ça avance dans la bonne direction. Voilà, donc je le dis une fois et une seule fois, c'est une démarche qui est volontaire et collective pour justement préparer l'avenir, à savoir anticiper, avoir un coup d'avance par rapport à vraisemblablement ce qu'on va entendre de plus en plus dans les années à venir. Voilà, donc en 2 mots, simplement, le voici notre bilan carbone. Alors, il a été estimé à 380 000 tonnes de CO2. C'est un chiffre, c'est celui qu'on a, je ne sais pas si ça vous parle. Voilà, sûrement pas. En gros, ce serait l'équivalent d'une ville de 40 000 habitants. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est produit annuellement. Donc voilà, c'est juste pour donner un petit peu des ordres d'idées. Sachant que, là aussi, Émilie l'a rappelé, mais c'est vrai aussi chez nous en Bourgogne, on a un tiers de ces émissions qui sont concernées par ce qu'on appelle les matériaux entrants, 34%, qui concernent en premier lieu les emballages à 85% de ces 34%, et puis le reste en intrants vigne. On a inévitablement aussi une part importante de nos déplacements. Alors, dans ces 26% de déplacements, sont concernés les déplacements des personnes, où là, on a finalement une petite part sur la mobilité, on va dire intra-entreprise et mobilité salariée, et une très grosse part associée à l'œnotourisme, puisqu'on l'a intégré dans notre bilan et voilà, c'est pas caché derrière notre petit doigt. On sait qu'on a un sujet sur l'œnotourisme. On a heureusement, fort heureusement, une image de marque qui attire des gens de loin et qui prennent l'avion pour venir et qui du coup pèse aussi très lourd dans ce bilan, mais on se doit d'adresser la question et faire quelque chose par rapport à ça. Et en déroulant, on a parlé de déplacement des personnes, déplacement des marchandises. Un point qui est significatif aussi sur les immobilisations, les bâtiments, les tracteurs, etc. Et puis interviennent après, quelque part en bout de course, la partie plus énergie, alors énergie à la vigne, énergie au chai, qui concerne du coup en cumulé 12-13%. Et si on fait le lien entre ce qui va se passer en termes d'énergie viti et d'intrants utilisés en viticulture, on arrive, ce que nous dit l'Institut, entre 15-20% à peu près du poids de la viticulture, la parcelle, sur l'intégralité de notre bilan carbone. Tu me corriges si je dis des bêtises. Hein. Voilà, donc l'idée c'est bien de tendre vers ça, passer de 380 000 tonnes à 150 000 tonnes, donc avec une réduction de 60%. 60% c'est beaucoup, mais c'est pas impossible. Loin de là, on verra, on a des leviers qui sont assez efficaces. Et le restant, donc, à compenser, j'en ai parlé, soit directement dans nos parcelles, soit un petit peu ailleurs. Voilà, donc j'ai parlé du plan filière, 38 actions concrètes. Je fais juste un petit focus assez rapide sur ces actions, et notamment les porte-étendards qu'on met en avant assez régulièrement sur l'importance des emballages, puisque je leur ai dit, 34% matériaux entrants, en gros une trentaine de pourcents sur l'emballage, et 25% du bilan carbone intégral filière est porté par la bouteille, uniquement la bouteille. Alors aussi on découvre rien, mais ça va mieux en le disant. Donc on a un enjeu d'allègement de nos bouteilles, encore et toujours. Vous voyez sûrement passer, de toute façon on peut pas, il ne se passe pas une semaine sans qu'on parle de carbone, en tout cas d'impact de l'emballage. Donc on a un enjeu d'allègement des bouteilles et d'augmentation de la part du calcin, qui sont 2 leviers très très forts, puisque finalement en reportant nos choix de bouteilles, donc passer d'une référence A à une référence B, on arrive assez mécaniquement à réduire de manière assez considérable le bilan. Donc on ne peut pas faire l'économie de cette action-là. Et puis de la même manière qu'on se pose des questions sur les bouteilles, on se pose des questions également sur les autres composants. En premier lieu le carton, donc le carton en tant que matière, mais aussi en tant qu'emballage secondaire qui peut être optimisé sur son taux de vide ou sur tout un tas de choses en termes de logistique derrière. Puis derrière les bouchons, les étiquettes, etc. Toujours sur les emballages, un levier très très fort, on reste sur la bouteille, sur le réemploi. Donc le réemploi, c'est aussi un mot à la mode, qui n'est pas nouveau, mais qui devient, vu l'enjeu, un peu plus, qui est un petit peu plus mis en lumière.
Je ne rentre pas dans les chiffres, mais on a là aussi un levier considérable à aller chercher, sous réserve voilà, de garantir un certain nombre de préalables que sont la standardisation des bouteilles ou simplement tout un réseau de collecte, massification et puis lavage de tout ça pour faire en sorte que la boucle soit bouclée et qu'on ne vienne pas, là encore une fois, ajouter une contrainte à la contrainte. Et donc, on travaille ces questions-là. Et puis, alors, quelque chose qui est un petit peu plus éloigné de notre cœur de métier, mais qui sera déterminant sur ce que font finalement les verriers, sur leur stratégie à eux, que ce soit la provenance de la bouteille, mais surtout ça, comment sont produites les bouteilles, par quelle technologie verrière, quel four, comment sont alimentés les fours. Donc là, voilà, c'est un petit peu plus loin, mais on travaille aussi avec eux pour faire en sorte d'aller dans le bon sens. Et puis pour revenir à un sujet qui nous concerne un petit peu plus aujourd'hui, ce qui va se passer à la parcelle, on le verra un peu plus dans le détail, je ne vais pas trop déflorer les actions, mais on a un certain nombre de leviers qui sont identifiés, qui là aussi permettent d'aller chercher des résultats assez intéressants. Donc en premier lieu, les intrants, j'en ai parlé dans le bilan, on va parler d'engrais surtout, quand on parle d'intrants, on parle avant tout d'engrais. Puis derrière ou devant, je ne sais pas comment il faut le dire, les consommations de carburant, donc soit passer à des carburants plus décarbonés ou carrément l'électrification, on en parlait un petit peu plus tôt ce matin. Et puis de la même manière, vous l'avez vu sur le bilan, 13% des émissions qui sont concernées par le fret, donc on a un enjeu d'optimisation de nos envois marchandises, donc sur l'aval. Qui doit être regardé là aussi droit dans les yeux, parce qu'on a plein de choses à aller chercher, et notamment cette petite ligne là, qui fait peur, mais on le sait, le fret aérien pèse très très lourd. Voilà, on peut se poser des questions sur la pérennité de ce genre d'expédition, en tout cas pour le vin. Les cuveries également sont concernées sur des principes d'éco-conception et de réduction des énergies ou de performance énergétique, jusqu'à des leviers technologiques que sont la captation des CO2 fermentaires ou la valorisation des sous-produits. Je ne rentre pas plus dans le détail. Et puis, pour terminer sur donc, la deuxième jambe de la neutralité que concerne la compensation, là, on a en gros deux manières de voir les choses, ce qui va se passer au sein de la parcelle, ce que nous on appelle séquestration. Donc la séquestration et la compensation n'est pas tout à fait la même chose. Il y a un peu de sémantique, mais ça va devenir de plus en plus importante. Donc déjà, de savoir à quoi on peut prétendre, même si on commence à avoir quand même des idées assez consolidées sur tout ça, mais il s'agirait de le décliner maintenant en fonction des itinéraires, des types de sols, etc. Ce à quoi on peut prétendre en termes de captation au sol, via les enherbements, via la gestion des taux de matière organique, la valorisation évidemment des CP serments, alors plutôt serments, et puis tout ce qu'on entend autour de la réintroduction des infrastructures agroécologiques, pour utiliser des mots un peu pompeux, mais en gros les arbres et les haies, comment tout ça peuvent être là aussi intéressant dans notre capacité à compenser. Et puis une fois qu'on aura fait tout ça, on ne sera pas au bout, ça, je vous le dis, on ne pourra pas véritablement compenser l'intégralité de nos émissions, donc il faudra aller étudier des autres opportunités via des dispositifs qui existent et qui sont très bien faits, sur notamment le boisement ou reboisement, ou d'autres choses, notamment via la méthode label bas carbone, qui sera, j'espère, un jour déclinée aussi en partie viti. Donc vaste sujet, vaste programme, alors la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas pressé, même si on a une petite échéance quand même, et on ne nous demande pas de tout faire en 5 ans, même en 10 ans, on verra où on en sera en 2035, mais en tout cas il faut commencer à dire les choses, à en parler, puisque encore une fois le sujet carbone est un sujet, elle le sera de plus en plus, et favoriser voilà, ce qu'on fait là, du collectif, de la vulgarisation, et justement
de la métrique, puisqu'on va parler des outils, savoir un petit peu mieux appréhender ces questions-là par l'intermédiaire de petits outils qu'on va représenter. Je sais plus du coup si j'en fais déjà là. Je peux aller. Donc voilà, nous on va vous présenter un peu plus dans le détail deux approches qu'on a identifiées en viticulture. La première, je la déploie puisque j'ai le micro, qui a été initiée, portée par l'Interpro, qui est l'outil OnePilot, qui est un outil plus de sensibilisation qu'autre chose, mais qui permet de manière assez simplifiée, hein, je mets des guillemets, à avoir une bonne idée de ce qu'on génère sur l'intégralité du cycle de vie ou du cycle de production, de la chaîne de valeur, donc de la plantation à la production, ce qui se passe au chai, conditionnement jusqu'à l'expédition, savoir voilà, qu'est-ce qu'on représente collectivement, individuellement, et puis derrière, après avoir la capacité de simuler des trajectoires et des plans d'action pour s'inscrire dans une dynamique de réduction. Voilà, donc c'est un petit outil qui est accessible directement par l'extranet, hein, qui est à disposition de tous les viticulteurs maison de Bourgogne, et qui permet là aussi de faire parler du sujet et d'un petit peu mieux appréhender ces questions de tonnes de carbone, de choses qu'on évoque un petit peu depuis quelques temps. Voilà, donc quelques captures d'écran là pour vous dire qu'on a simplifié au maximum le sujet, même si ça reste compliqué, on va pas se mentir, hein, mais l'idée étant de vulgariser au maximum la thématique. Voilà. Je laisse la parole à Émilie qui va nous présenter le deuxième outil. Merci Mathieu. Alors oui, je vais vous présenter l'outil GCVite, donc un outil créé par l'IFV depuis environ 3 ans, qui a un périmètre viticole pour l'instant, puisque c'est déjà assez complexe de décrire tous les itinéraires techniques viticoles. Donc l'objectif, c'est de faire une empreinte carbone à l'échelle de l'exploitation, mais on le verra un peu après, avec une précision au niveau des itinéraires techniques, et donc d'aller porter un diagnostic un peu plus précis que des outils macro qui vont prendre des factures annuelles de carburant, d'engrais, etc. Et donc en ayant ce niveau de précision, on peut à la fois faire un diagnostic initial et aller faire des scénarios de changement de pratique dont la donnée d'entrée est bien un changement dans un itinéraire technique. Je retire 3 passages de pulvérisation, je rajoute X tonnes d'engrais organiques, etc. Donc cet outil, on l'a créé, c'est le fruit en fait d'un travail de R&D d'une dizaine d'années, et aussi de veille méthodologique et d'un travail en réseau avec plusieurs consortiums au niveau national et multifilières agricoles et agroalimentaires. Voilà, je ne les listerai pas plus, mais pour dire qu'on fait évoluer aussi en permanence cet outil pour qu'il se mette le plus à jour possible au niveau des méthodes et des références. Donc, tout de suite, pour vous donner une idée de ce que produit en termes de résultats l'outil, vous avez à gauche un exemple de résultat en termes de diagnostic initial, donc un histogramme avec des contributions, le détail des contributions de chaque poste d'émission, et à gauche un exemple de simulation de changement de pratique. Donc chaque fois sur tous les graphiques, on a en positif les émissions de gaz à effet de serre et en négatif le stockage de carbone dans les sols. Enfin, c'est finalement une représentation qui devient de plus en plus commune. On l'a vu sur les graphes de la stratégie BIVB ou même de la stratégie nationale. Au niveau des postes d'émission, je pense que c'est petit pour vous, mais je vais vous en donner quelques exemples. On va avoir la contribution de la consommation de carburant à l'empreinte carbone de chaque itinéraire technique, l'empreinte carbone de la fabrication des engrais, des émissions de protoxyde d'azote au champ, etc. La fabrication des semences s'il y a de l'enherbement temporaire, etc.
Donc chaque barre en fait est un itinéraire technique évalué. Donc s'il y a plusieurs itinéraires techniques pratiqués dans l'exploitation, on peut les comparer entre eux et se dire ah oui effectivement ce serait peut-être pas mal que je développe plutôt cet itinéraire technique parce qu'il présente une empreinte carbone plus favorable. Après c'est une information parmi tout le reste. Les changements de pratique ne sont pas forcément à raisonner uniquement vis-à-vis du carbone. Il faut évaluer aussi les potentiels déplacements de pollution quand on fait un choix, mais en tout cas, c'est une information. Et à droite, donc, le changement de pratique ici qui est simulé, c'est le passage d'une variété d'un cépage sensible à une variété résistante. Et donc, on voit que ce changement de pratique va jouer sur la réduction de carburant en marron, et puis la réduction de la fabrication des substances actives. Mais on voit que finalement, la plus grosse réduction est sur le carburant, l'empreinte carbone de la fabrication des substances actives étant pas si importante dans l'empreinte carbone totale. Et un autre type de résultat que l'on peut avoir dans cet outil, c'est la visualisation de la dynamique du stock de carbone dans le sol que l'on simule via un modèle qui s'appelle AMG, un modèle produit par INRAE et qui a été paramétré pour la vigne il y a quelques années. Donc finalement, en fait, les résultats que l'on voit ici de stockage de carbone dans la figure de gauche, elles proviennent de ce type de graphique. La courbe grise, ce sera l'évolution du stock de carbone pour un diagnostic, une situation initiale. Et puis la courbe jaune, si on met en place des pratiques stockantes, on va voir l'évolution, l'augmentation du stock de carbone additionnel par rapport à cette situation initiale. En bleu, vous avez les entrées de carbone annuelles et en orange, en négatif, la quantité de carbone qui est minéralisée. Donc le modèle en fait nous informe de l'augmentation de la minéralisation chaque année. Et donc on peut ainsi voir que, c'est assez visuel, on peut voir que le stockage de carbone plafonne au bout de plusieurs dizaines d'années. Donc ça permet aussi de bien intégrer le fait qu'on met en place des pratiques stockantes. L'enjeu, c'est de les maintenir dans le temps, sinon en fait, tout le stockage qu'on a fait, il est plus valable. Et puis ce stockage, il ne va pas être infini, il va à un moment donné plafonner. Et donc le stockage, c'est quelque chose d'important pour la réduction, le ralentissement du changement, du réchauffement climatique. Mais c'est pour ça qu'on met en avant aussi les importantes réductions nécessaires d'émissions de gaz à effet de serre, puisque ce stockage, il est fragile, il peut être réversible et aussi il plafonne. Voilà, donc c'est une visualisation assez pédagogique dans l'outil. Et donc en termes de méthodologie, je le disais, on va pas faire une analyse macro avec des factures annuelles d'intrants, mais on va pas non plus aller faire l'empreinte carbone de l'itinéraire technique de toutes les parcelles de l'exploitation. L'idée, c'est quand même de faire un compromis entre les deux, et donc de faire l'effort de décrire s'il y a une diversité de pratiques sur l'exploitation, c'est essayer de dégager les 3 modes de conduite principaux qui sont pratiqués sur l'exploitation. Donc l'utilisateur est guidé pour faire cette typologie. Mais voilà, c'est un travail qui est pas évident, mais qui est intéressant pour essayer de prendre de la hauteur par rapport à ces pratiques. Et donc, finalement, comment est-ce qu'on a obtenu les graphiques précédents de présentation par poste d'émission de l'empreinte carbone? En fait, l'outil va du coup, finalement, ce qu'il y a comme données d'entrée, c'est combien de passages de tracteurs je fais pour telle ou telle opération, à quelle vitesse, combien de rangs traités, quelle consommation en litres par heure, etc. Et donc, ainsi que les intrants à chaque passage. Et du coup, l'outil va affecter ces consommations d'intrants à chaque type d'opération. Et ensuite, on a des agrégations, soit par ligne, pour obtenir des ventilations de l'empreinte carbone par type d'opération, ou alors des agrégations en colonne pour avoir le graphique qu'on a vu tout à l'heure par poste d'émission, par type d'intrant.
Et dernière chose, après je laisse la parole aux présentations sur une exploitation concrète. Les modalités d'accès à cet outil, en fait, c'est un outil qui est hybride entre du fichier Excel et en ligne pour l'instant. Donc il faut finalement en pratique télécharger un fichier de collecte vierge sur une plateforme, le remplir et le réimplémenter sur cette même plateforme. Et puis ensuite le moteur de calcul tourne et nous renvoie un fichier Excel de résultats. Donc ça permet comme ça d'avoir accès à la dernière version de l'outil avec toutes les mises à jour méthodologiques. Il est disponible avec une licence annuelle et nécessite aussi une formation. Notre cible, c'est plutôt quand même le monde du conseil, des bureaux d'études ou des grosses structures qui ont une personne dédiée sur l'environnement, le management environnemental, puisqu'il faut quand même le pratiquer et bien comprendre tous les tenants et les aboutissants de la méthodologie qu'il y a derrière. Voilà, je laisse la parole à Marie pour l'exemple. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais du coup, je suis Marie Spatebrotte, je suis chargée de mission changement climatique à la Chambre de Saône-et-Loire et au Vinipôle Sud-Bourgogne. Et donc, je travaille avec des viticulteurs sur différents projets, dont un dont on entendra parler juste après, avec le témoignage du viticulteur en direct. Et donc, on s'est servi, nous, de GCVit pour s'intégrer dans ce projet qui a pour but, en fait, de réduire les émissions de carbone et d'augmenter le stockage sur plusieurs années. Donc on est ici sur l'exploitation du coup de Christophe Lapalus, donc sur le Mâconnais Sud. On a 17 hectares de vignes qu'on a dû donc du coup discriminer en différents modes de conduite avec différents itinéraires techniques. Et on est sur une conduite conventionnelle et HVE depuis 2009. Donc si on reprend un petit peu les différentes données que l'on a rentrées dans l'outil, en fait on est parti donc sur 3 modes de conduite pour 3 itinéraires techniques. Et donc ce qui a différencié nous, surtout dans notre cas, ça a été les types de sol et du coup l'entretien du sol sur le rang avec soit du chimique soit du mécanique et donc nos différents types de sol sur l'année 2023. Et donc on a rentré toutes les informations nécessaires à ces 3 manières de conduire, de gérer l'exploitation, voir un petit peu quel mode de conduite émet le plus, le moins, lequel permet de stocker plus ou moins de carbone. Donc on est reparti sur de la description d'itinéraire technique de façon générale, donc avec les différentes catégories que l'on a vues avant. On a rentré également tous les engins, donc voilà, effectivement on est sur quelque chose d'assez précis où on rentre pas mal de données, on reprend pas mal de choses ensemble pour saisir tout ça. On reprend toutes les catégories par mode de conduite, on renseigne à chaque fois toutes les pratiques qui sont faites sur l'intégralité d'une année. Donc ce qui peut être intéressant, c'est d'en réaliser tous les ans pour voir aussi les changements de pratique chaque année et voir ce que ça peut apporter. On renseigne également des données un peu complémentaires pour le calcul du stockage qui sont vraiment particulières au lieu où se trouvent les parcelles. Donc ça va aussi bien sur des données de production de sarments, c'est peut-être un peu petit, de production de biomasse, des données climatiques vraiment avec les précipitations, les températures moyennes sur des stations toujours Météo France et des données pédologiques. Donc en fonction des 3 modes de conduite, on va renseigner chaque analyse de sol qu'on a et qui correspondent à tout ça. Et donc du coup, si on reprend les résultats, sur l'exploitation, on a 22 828 kg de CO2 équivalent à l'hectare émis par an. Et donc du coup, si on le reprend par hectare, ça correspond à 1350 kg de CO2 par an. Là, vous allez vous dire qu'est-ce que ça veut dire. Donc, on a fait un petit titre de comparaison. Un aller-retour Paris-New York, ça va émettre 2100 kg de CO2, soit 887 par passager par aller. Donc, ça donne un petit ordre de grandeur par rapport aux émissions de l'exploitation. On a aussi 138 repas à base de viande qui émettent 1000 kg de CO2 équivalent, ou une personne avec un mode de vie ordinaire qui émet déjà 1000 kg de CO2 équivalent en simplement 2 mois de vie. Donc
Donc ça permet d'avoir des petits chiffres pour se remettre tout ça en tête. Et donc, comme l'a présenté Émilie tout à l'heure, on obtient ce type de graphique à l'issue du diagnostic, une fois qu'on a refait charger dans la plateforme et qu'on regarde les résultats. Et donc, du coup, là, c'est vraiment notre graphique global d'estimation de la contribution des postes à l'empreinte carbone totale de l'exploitation. Donc on va voir qu'on a le carburant qui prend quand même une bonne partie. On a également les engrais, les amendements et les émissions de N2O au champ qui sont quand même principales. Et après la fabrication des substances actives aussi pour les produits qui sont épandus sur les parcelles. Et donc là, on a ce qu'on obtient quand on regarde les 3 modes de conduite différents. Donc, on a en fait un stockage qui vient se mettre au niveau du mode de conduite 1, pas forcément au niveau des 2 autres. Donc, c'est aussi la limite de l'outil et de la précision des données qui sont saisies dans l'outil ainsi que des projections. Mais globalement, on va voir que du coup, on a le mode de conduite 1 qui va être plus vertueux que le 2 et que le 3. Et donc là, ce qui va changer, nous, surtout dans nos pratiques, ça va être en fait la façon de désherber chimiquement, mécaniquement, par rapport au type de sol et également parfois les produits apportés. Donc au niveau de la fertilisation par exemple ou des produits phyto, si ce n'est pas les mêmes qui sont utilisés, il va y avoir aussi des différences. Là, du coup, on a la même chose, mais avec les postes d'émission. Donc, comme on l'a vu au tout début, on a effectivement le carburant qui a une grosse place dans les 3 modes de conduite. Donc, forcément, il crée vraiment une grosse partie des émissions sur l'exploitation globale. On a ensuite les engrais et les amendements, pareil, qui prennent quand même pas mal de place, surtout au niveau de la fabrication. Et du coup, c'est ce qui nous diffère un petit peu sur le mode de conduite 3, parce qu'on n'a pas la même quantité qui est appliquée tous les ans. Et ensuite, les émissions au champ qui restent quand même assez élevées, en tout cas importantes ici. Donc voilà, je ne sais pas si on peut peut-être déjà faire des petites questions, si vous en avez, avant de passer à la comparaison des 2 outils là-dessus. Ça peut peut-être être un point de... Je sais pas, est-ce que ça vous inspire quelque chose? Non. Oui, c'est vrai. Ouais. Puis tu as peut-être des références, Mathieu, sur les par col aussi, par Oui, ouais, merci. Effectivement, c'est tout l'objectif de se donner des repères, des indicateurs. Hein. On l'a dit, tout ça est quand même pour beaucoup assez neuf. Donc aujourd'hui, c'est difficile de tirer des conclusions sur ce que peut être une valeur moyenne, puisque chaque exploitation a un fonctionnement un peu différent. Émilie en a parlé tout à l'heure. On a un facteur d'émission national en kilos de CO2 par litre de vin qui était à 1,19 de mémoire, ou 1 ou 1,20, je ne sais plus. L'idée, c'est bien de se référer par rapport à ça et aussi par rapport à d'autres personnes qui auraient éventuellement les mêmes composantes ou caractéristiques d'exploitation. Donc là, je ne sais plus l'exemple. On est sur 17 hectares, mais après, au nombre de bouteilles ouais. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait. Là, on est sur le périmètre uniquement viticole, effectivement. Donc, nous, on n'a pas rapporté à ce... Si on fait un calcul qui est très très grossier, c'est pour ça que je suis assez prudent avec ça, quand on divise nos 380 000 tonnes filières estimées, donc je le redis, mais sur l'intégralité du cycle de vie, donc on va pas parler uniquement de viticulture, mais aussi de conditionnement, d'expédition, etc. Si on le divise par nos 200 millions de bouteilles, on arrive à un poids par col qui est 1,8 kg par col. C'est une référence, mais qui finalement ne veut pas dire grand-chose, ou en tout cas qui donne vraiment des grandes tendances. Et ce qui est intéressant, c'est plutôt de savoir à titre individuel
c'est que vous en êtes et comment vous pouvez réduire de X% pour s'inscrire dans une tendance qui est collective et tomber, si on prend ce chiffre de 1,8, mais encore une fois qui est à prendre avec des pincettes, l'idée ce serait de le réduire assez drastiquement, quoi. Donc sous la barre des... Oui, il y a une question. Est-ce que vous pourriez donner une comparaison alimentaire, par exemple, 1 kilo de bœuf français, combien ça ferait de kilos de CO2? Alors, là, je ne l'ai pas en tête. Comme ça, vous me posez une qu'on colle, peut les mais... trouver, C'est pas mais- quelque chose d'autre d'alimentaire, par exemple. Eh ben, encore une fois, ça dépend de ce qu'on considère. Si on considère vraiment la partie viticole ou si on considère l'intégralité. Mais on sait qu'on pèse lourd par rapport à notre emballage. Donc, Je vous invite, alors c'est vrai qu'on ne l'a pas préparé comme ça, cette présentation était plus axée outils, mais si vous souhaitez plus d'ordre de grandeur, je vous invite à aller voir la base de données Agribalise où on a été pioché sur un 19 tout à l'heure, et où en fait il y a tous les autres produits alimentaires et même le steak emballé en polystyrène, quoi. Donc il compte aussi l'empreinte de la distribution, de l'emballage, etc. Et donc là ça permet de mieux comparer, mais j'avoue que moi je suis juste sur le vin et je révise pas tous les autres produits tous les jours. Et pour juste rajouter la question de tout à l'heure sur par bouteille, l'empreinte, avoir une référence, c'est vrai que là dans l'outil, on reste à l'hectare pour l'instant. On donne des valeurs par hectare. D'une part parce que en agriculture, c'est assez important de connaître la performance, les émissions de pollution par hectare, puisque l'agriculture occupe une surface. Donc il faut optimiser ces émissions et après voilà, il faudrait juste en fait rajouter l'information du rendement que vous faites pour ramener ça à l'hectolitre de vin pour la partie viticole. Et effectivement en plus le périmètre de l'outil lui s'arrête à la récolte du raisin pour l'instant. Après, l'idée, c'est d'aller jusqu'au bout un jour et de pouvoir comparer toutes les bouteilles de vin entre elles. Juste pour avoir un ordre de grandeur, voilà, les empreintes carbone par hectare viticole, en général, tournent entre 1000 et 3000 kg équivalent CO2 par hectare et par an, pour donner une fourchette vraiment à la louche. Merci beaucoup pour les précisions. Sur Agribalise, il nous donne entre, on va dire, 35 et 45 kilos de CO2 par kilo de viande. Là, vous disiez 1,2 à peu près kilo. Ouais, pour compléter, à côté d'Agribalise, il y a un truc un petit outil qui est encore plus pédagogique, je vais y arriver. ImpactCO2.fr, c'est un truc de l'ADEME. Et vous allez retrouver des comparateurs très, très, très ludiques et ça donne un petit peu à voir justement sur tout ça. Encore une fois, ces chiffres sont pour beaucoup assez nouveaux et c'est vrai que nous, on est dans nos trucs et on essaye de faire en sorte de trouver les bons leviers, les mesurer pour savoir comment réduire efficacement. Mais c'est vrai que c'est intéressant de remettre tout ça en perspective. Mais aujourd'hui, il y a énormément de références et des références vulgarisées par rapport à ça, produites par, en l'occurrence, l'ADEME, mais pas que. Tout à fait. D'où l'intérêt du coup d'avoir une complémentarité de ces deux outils. J'ai récapitulé ça dans un petit tableau. Effectivement, on a deux objectifs quand même différents sur les outils. Alors, on va vouloir identifier les principaux postes d'émission, ça c'est sûr, dans tous les cas. Mais dans Wine Pilot, comme on l'a dit, on va être de façon assez globale, avec un questionnaire du coup qui peut être réalisé seul, pas forcément accompagné, ni besoin de formation, peut-être plus d'une présentation de l'outil et de comment il s'organise. Et du coup qui est accessible à partir de l'extranet du BIVB, un questionnaire semi-spécifique, on l'a déterminé comme ça. Et du coup avec GC Vite, on va prendre vraiment cet atelier viticole, le décrire de façon assez précise, pouvoir faire une projection des pratiques actuelles et ensuite construire des scénarios et les tester avant de pouvoir les tester en réel, les mettre en place sur la parcelle, voir ce que ça pourrait nous donner au niveau des changements de pratique sur les émissions et le stockage à terme.
Et du coup, là, on est sur un questionnaire plutôt spécifique, avec un temps de réalisation plus long, et donc un accompagnement qui est nécessaire, ou au moins une formation avec la licence à la clé pour pouvoir vraiment réussir à se servir de l'outil de façon très précise. Et donc du coup, le projet dont je vous parlais tout à l'heure et dans lequel Christophe est impliqué, donc c'est un projet européen qui s'appelle Climate Farm Demo, qui a commencé en 2023, enfin qui a vu le jour en fait en 2023, vraiment sur du début de création, qui se terminera en 2029. Et donc du coup, nous, l'année dernière, on a réalisé le diagnostic initial, on en fera un à la fin, et là, l'objectif, c'est de mettre en place différentes pratiques, soit pour stocker, soit pour, en tout cas, essayer de réduire et compenser un petit peu le bilan carbone de l'exploitation. C'est un projet qui relie toutes les filières agricoles, pas uniquement la viticulture, on est sur de la grande culture, de l'élevage, du maraîchage. Voilà. Et donc nous, en Saône-et-Loire, on est 2 exploitations viticoles impliquées. Il y en a d'autres en grande culture. Et voilà, donc, globalement, c'est histoire d'obtenir pas mal de références pendant ces différentes années, et de voir un petit peu les pratiques qui fonctionnent, et de faire de la démo, évidemment, pour faire connaître en fait, ce qui se fait. Et comme on le dit depuis le début, voilà, essayer de faire comprendre que cette empreinte carbone, elle est quand même importante. Et donc, je vais laisser Christophe nous rejoindre et voilà, témoigner un petit peu sur ce projet. Nous, on est parti plutôt sur des essais qui ne sont pas encore en place, mais plutôt pour augmenter le stockage dans un premier temps, et puis on verra ensuite comment ça se met en place au fur et à mesure. J'avais refait des petits plus et des petits moins du coup de l'outil GC Vide, donc plutôt des limites et ce que ça peut nous apporter. Donc voilà, je vais laisser Christophe prendre la parole. Oui, voilà, donc Christophe Lapallu, là, je suis exploitant donc à Pierre-Clos. Une exploitation de type un petit peu familial, 17 hectares, avec un salarié, Pierre, qui est avec nous. Voilà, quand la Chambre d'agriculture m'a appelé il y a 4 ans à peu près, par l'intermédiaire de Benjamin Alban, il m'a dit tiens, on aimerait bien travailler sur ton exploitation un petit peu pour parler de carbone. J'avoue que j'avais pas trop entendu parler de ces démarches. C'est finalement très intéressant, parce qu'on s'aperçoit que 4 ans plus tard, on en parle beaucoup, et aujourd'hui on a des clients quand même qui commencent à nous dire quelles sont tes pratiques, et ils nous demandent un petit peu des chiffres. Ouais. Donc je me suis quand même rendu compte là sur vos différents diaporamas que la partie emballage, elle pèse beaucoup. Donc maintenant ça va nous permettre d'interroger un petit peu nos distributeurs et leur dire tiens, d'où proviennent tes produits et quelle est l'empreinte carbone. Voilà. Que dire de plus? C'est ça, donc les pratiques là, qu'on peut mettre en place pour essayer de limiter. Donc c'est difficile quand même, parce que chaque année est un petit peu différente. Là, on a travaillé sur le millésime 2023, qui était un millésime plutôt facile. 2024, avec la pluviométrie, les pressions mildiou-odium, il a fallu intervenir beaucoup plus sur l'entretien des sols, sur la pulvérisation. Donc nous, il faut bien qu'on garde en ligne de mire quand même la rentabilité aussi de nos exploitations. On ne peut pas se permettre de supprimer des passages comme ça. Donc voilà. Donc déjà de savoir que cette démarche existe, c'est très intéressant. Ouais. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à ça, vraiment directement avec le Viti. Les projets, en fait, on en a un petit peu discuté, Marie, qu'est-ce qu'on peut faire? J'étais bien branché sur les couverts végétaux, petit peu pour essayer de capter du carbone. Donc ça fait partie des projets, là, sans doute en fin d'année. Si ce n'est pas fin 2025, ça sera en 2026. Ouais. Parfait, merci beaucoup. Et du coup, on avait une dernière petite diapo avec comment valoriser, utiliser les diagnostics. Donc voilà, globalement, en résumé, en fait, ça nous permet de mettre en place des actions concrètes et de les intégrer dans une stratégie d'atténuation, d'adaptation au changement climatique, de consolider la gestion des aléas, de réaliser aussi, comme je disais tout à l'heure, un diagnostic régulièrement. Puis comme là, on vient de le dire, effectivement, tous les millésimes sont tellement différents qu'on ne peut pas forcément se baser que sur une année de référence. C'est important de suivre aussi au fur et à mesure du temps les progrès, ajuster les pratiques. Et puis du coup, on est sur des démarches qui sont certifiées. Je ne sais pas si tu voudrais en dire 2 mots, Émilie.
Ensuite, ça nous permet aussi de comparer du coup, les données entre exploitations, créer des références locales. Et c'est ce qu'on cherche à faire là de plus en plus, savoir un petit peu ce que ça veut dire tous ces chiffres. Ça peut également participer au financement de la transition avec la MAEC carbone, le label bas carbone dont on parlait tout à l'heure également. Et puis voilà, permettre en fait de replacer tout ça dans de la durabilité, d'anticiper tout ce qui va pouvoir se passer, les changements au niveau des réglementations, et avec tout ça, encourager les démarches collectives, en discuter entre nous, voilà, et se donner un petit peu des solutions et faire connaître ce qui se fait en fait, tout simplement. Voilà. Oui, je vais simplement compléter sur ce que tu viens de dire, Marie. Enfin, l'idée, c'est pas de faire peur ou d'en rajouter une couche, encore une fois. Je le redis, mais on a ce double avantage chez nous, c'est déjà de pouvoir avoir cette capacité à faire valoir une capacité à séquestrer, ce qui n'est pas le cas dans les autres filières. Donc ça, faudra s'en emparer, mais encore faut-il la mesurer et la comprendre et la maximiser. Puisque le principe de compensation, quand même, c'est de pouvoir avoir cette additionnalité par rapport à un scénario qui est existant. Donc, se dire qu'on capte, c'est bien, mais maximiser cette captation, c'est elle qui va nous permettre de faire valoir une compensation. Je prends l'exemple des forêts. On peut se dire, il y a un bout de forêt, là, c'est bien, il a capté. Sauf qu'en en fait, oui, il a capté, voilà, mais l'idée, c'est bien de faire en sorte de mettre en place des choses pour maximiser, ou en tout cas ajouter du pouvoir de captation à ce qu'on fait habituellement, ce qu'on appelle le scénario de trajectoire. Donc on a cette capacité à séquestrer, on la met en avant, peut-être de manière trop importante, je ne sais pas, mais en tout cas on se doit de la mettre en avant, mais on se doit surtout de la comprendre et de la mesurer pour la maximiser. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a cet avantage de la petitesse de nos exploitations quand même, hein. On a un petit peu moins de 2000 exploitations, vraies exploitations, on va dire, sur la Bourgogne, ce qui est énorme. Avant que ça percole, toutes ces questions-là percolent jusqu'aux entreprises, on n'est pas non plus le couteau sous la gorge. Donc, quelque part, on est en capacité de faire des choix éclairés, de faire des bons choix, et encore une fois, encore faut-il les mesurer, ce que permettent ces outils, puisqu'on le sait, voilà, on a un contexte réglementaire qui s'applique assez fortement sur les grosses industries, les grosses entreprises. Il y a fort à parier que dans 10 ans, pour décrocher un prêt X ou Y, il faudra à minima faire valoir une capacité de diagnostic, de plan d'action, ou en tout cas d'exécution, je ne sais pas. Mais même déjà maintenant, je dis dans 10 ans, mais même déjà maintenant, les financeurs, banques, ont assez bien le réflexe de dire, mais oui, très bien, qu'est-ce que vous faites pour la RSE au sens large, qui inclut le carbone. Donc voilà, l'idée, ces questions-là, c'est pas de pas te faire peur, mais encore une fois, de prendre un coup d'avance et de le prendre intelligemment sur ce qu'on aura à faire valoir. Parfait, merci beaucoup. Oui. Sur le reboisement, est-ce que une fois que la forêt et le bois est poussé, mature, finalement, est-ce qu'on considère encore qu'il capte du CO2, ou est-ce qu'une fois que finalement la forêt est en équilibre, elle est à l'équilibre et il y a autant d'émissions que de captation? Donc là, on va rentrer dans ces fameuses considérations de compensation, donc ce qu'on peut faire valoir, qui renvoie directement à une méthode notamment qui est normée, qui est le label bas carbone, et qui, lui, prévoit un temps de séquestration sur 30 ans. 30 ans, c'est peu, parce qu'on sait que alors ça dépend des essences, ça dépend de plein de choses, ça dépend des stations forestières. Mais on sait que sur des stations qui sont bonnes, avec des peuplements qui à croissance lente, on séquestre bien après 30 ans. Mais la méthode a été construite de cette manière. Sur la partie reboisement, hein. Il y a d'autres méthodes, c'est moins que ça. Mais pourquoi 30 ans? Parce que déjà 30 ans c'est long, et puis 30 ans c'est aussi en prenant en compte un certain nombre d'aléas ou de contraintes qui pourraient être imputables sur certains projets, qui fait que voilà, dans le lot,
on s'est arrêté sur 30 ans. Voilà, Mais même si effectivement, en fonction de tout un tas de choses, intrinsèquement, on pourra encore capter du carbone. Mais c'est toute cette propension à faire valoir cette fameuse captation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on plante une forêt, qu'on qu'on reboise une forêt, ou qu'on revendique des crédits carbone, des crédits carbone, mais des tonnes de carbone séquestrées, on se rend bien compte qu'on parie sur l'avenir quelque part. Donc déjà 30 ans, c'est déjà très très loin, même s'il va se passer des choses après coup. Et puis 30 ans, ça nous amène au-delà de 2050, on a le temps de se reposer des questions d'ici là, je pense. Ouais, là tu répondais par rapport au label bas carbone, enfin ce qu'on comptabilise dans le label bas carbone, boisement, que je connais moins. Mais je pense que dans l'absolu, effectivement, c'est comme le plafonnement du stockage de carbone dans les sols viticoles. L'arbre, il va atteindre une taille maximale et du coup, oui, si on le laisse vivre encore 50 ans, il va finir par ne plus stocker. Donc les méthodes, je pense, prennent en compte ça aussi, ce côté stagnation. Mais ouais, ça dépend aussi quelle fenêtre on regarde. Dans l'absolu, en dehors des méthodes de comptabilisation. Mais du coup, il y aura aussi de toute façon un moment où on sera en impasse dans cette méthode de compensation. Oui. Parce que tant qu'on continue à émettre, il faut continuer à capter. Du coup, il faut continuer à essayer de reboiser. Et puis, puis les surfaces de la terre sont finies, donc on ne pourra pas boiser partout si on veut continuer à avoir de l'activité. Ouais. Les stratégies, la stratégie nationale bas carbone, par exemple, je pense, se base sur des hypothèses de temps de surface de reboisement, etc. Tout ça, c'est quantifié niveau macro. Alors, je ne sais pas si on va arriver à l'exercice, mais une forêt, elle n'est pas éternelle. Hein. Une forêt, aujourd'hui, les forêts primaires ou les forêts, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais une forêt, c'est fait pour être coupée à un moment donné, donc pour être replantée derrière. Et c'est bien la capacité à repousser qui sera évaluée sur la capacité de compenser. L'idée étant bien ça, hein, au niveau très très macro et même au niveau filière, c'est d'arriver à ce seuil d'émission incompressible et derrière de compensation. Mais il y aura toujours de la compensation. Toujours, je sais pas, mais en tout cas, ça nous emmène assez loin quand même. Il y a de la marge avant de pouvoir remonter des taux de stock de matière organique sur toute la SAU française ou d'avoir toutes les surfaces potentiellement boisées, reboisées. Donc, quand on en sera là, je pense qu'on aura fait un sacré bout de chemin déjà. C'est tout bon? Vous n'avez plus d'autres questions? J'ai une petite question pour Christophe, du coup. Je reviens sur le diagnostic J'essaie vite. Du coup, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris quand vous avez vu la répartition des postes, que Marie vous avez un peu expliqué Non, mais les chiffres qu'on a pu voir ensemble, moi, ça m'a un petit peu rassuré. Finalement, quand on voit la méthode culturale, c'est 7%. Quoi. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire diminuer ce pourcentage? Bon, on a des petits leviers. Mais je pense que pour nous, le gros levier, ça reste l'emballage quand même. Hein, c'est ça. Alors après, on se vante un petit peu de vendre du vin à l'autre bout du monde. C'est très bien. Mais bon, ça nous pénalise peut-être d'un autre côté, non? Sur notre bilan carbone. Ouais. Bon, c'est par container, hein, c'est le bateau, mais bon, malgré tout. Voilà. Bon, parfait. Merci beaucoup. Merci de votre attention et puis d'avoir assisté à tout ça. Si jamais vous avez des questions, il y a nos noms à la fin. Surtout, voilà. N'hésitez pas, pour un petit contact ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Donc voilà, merci beaucoup.